Grégory Volokin avec nous en duplex depuis New York qui contribue tous les jours à Intégral Bourse, le président de Mescard Financial Services. Bonjour Grégory, on va parler de la Fed, évidemment, de tout ce qui tourne autour, mais tiens, des bonnes nouvelles sur le front de l'immobilier aux États-Unis. Justement, j'imagine que la Fed peut s'en satisfaire parce que on a beaucoup regardé ce marché immobilier américain, le résidentiel comme on l'appelle, qui donnait quand même des signes de dégradation, ce qui paraît tout à fait normal dans une logique de ralentissement. Mais là, les chiffres du jour pour le mois de novembre semblent supérieur aux attentes, Grégory. Oui, c'est le cas, on peut dire, puisque c'est une hausse de 5%, surtout des permis de construire. On voit que c'est les permis de construire, notamment pour les immeubles d'appartements. Alors, est-ce que ça a une vraie signification ? Je dirais, si on regarde un graphique de ces statistiques mensuelles, on a vraiment l'impression d'une feuille de température. Ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. C'est extrêmement volatile et c'est très, très lié aussi, malheureusement, à la météo. Donc, suite, par exemple, aux ouragans qu'il y a eu en Floride au mois de septembre, le mois d'octobre avait vu une reprise des constructions en Floride. Et là, c'est suite au feu qu'il y a eu en Californie qu'il y a une reprise des construction et des permis de construire en Californie. Donc je dirais, il faut pas attacher trop d'importance mois sur mois à ce genre de statistiques. Mais surtout, il faut souligner, le marché de l'immobilier va beaucoup mieux que ce qu'on croit. La seule chose, c'est qu'il n'a plus la croissance qu'on aurait pu espérer à un certain moment. Mais encore, c'est une croissance annuelle de plus de 5%, ce qui correspond tout à fait à où il devrait être dans ce cycle économique. Bon, donc ça n'est pas l'immobilier américain qui doit empêcher la Fed de monter ses taux demain, j'imagine, Grégory. Est-ce que Donald Trump peut empêcher la Fed de monter ses taux demain ? Il demande à nouveau, il tweet sur la Fed désormais tous les jours. Donald Trump, il est très actif depuis ce matin. D'ailleurs, le président américain sur Twitter, il demande à Jérôme Powell et à ses équipes de sentir le marché, feel the market, plutôt que de s'attacher aux chiffres économiques. En ce sens, est-ce qu'il n'a pas totalement tort, Donald Trump ? C'est vrai que les conditions financières, les conditions de marché se sont quand même un peu dégradées, y compris du point de vue de la Réserve fédérale américaine, j'imagine. Je dirais, la grande question, c'est pourquoi est-ce que Donald Trump est en train d'envoyer ce genre de signaux par rapport à la Fed. Et je dirais, il y a une seule raison. Il sait très bien qu'il ne peut pas influencer la Fed et que même ce qu'il dit pourrait au contraire desservir son désir. Alors pourquoi est-ce qu'il dit il faut que la Fed arrête de monter les taux, il faudrait que la Fed baisse les taux, etc. Mais pour une seule raison, c'est que depuis son élection, il a dit la hausse du marché, c'est grâce à moi. Il y a eu un moment au mois d'août où les marchés américains étaient encore en hausse depuis l'élection de Trump de plus de 40%. Il s'en glorifiait tous les jours. Maintenant, évidemment, les choses ont un peu changé. On a une baisse des indices depuis le mois d'août de plus de 10%, et les 2/3 des actions dans les indices sont carrément dans un bear market. Donc, Trump, il dit pas que c'est à cause de lui si le marché baisse. Il faut qu'il trouve un coupable et en disant que c'est la Fed qui devrait maintenant changer de politique, tout simplement, il désigne le coupable si les marchés l'année prochaine ne vont pas dans le sens qu'il désirait. Et pourquoi ces marchés, c'est important pour Donald Trump ? C'est parce qu'en fait, à part l'économie, qui est quand même une réussite grâce aux baisses d'impôts, qu'est-ce qu'il a d'autre à montrer comme, je dirais, résultat ? Absolument rien. Et comme les marchés sont la température de l'économie, si ces marchés continuent à se mal porter, ça sera négatif pour ses électeurs. Bon, effectivement, il en a fait, je vais pas dire l'alpha et l'oméga de son mandat, mais quand même un marqueur important de la réussite de son mandat, la bonne tenue du marché américain et de Wall Street. Alors, je disais, Donald Trump très actif sur Twitter ce matin pour dézinguer notamment Twitter, Facebook et Google, entre autres. Il accuse depuis un moment ces groupes, ces réseaux sociaux d'être beaucoup trop favorables aux démocrates et pas assez favorables aux républicains dans la manière dont ces groupes-là peuvent, ou non d'ailleurs, mettre en avant certaines informations, Grégory. Je veux pas vous faire commenter tous les tweets de Donald Trump à chaque fois, mais voilà, vous me dites, est-ce que c'est important ou pas ? Est-ce que c'est important pour ces groupes ? Il y avait une audition de Sundar Pichai il y a quelques jours, je crois, devant la Chambre des représentants. Ce sont des sujets qui deviennent très très politiques pour ces groupes aujourd'hui. Oui, non, il faut savoir pourquoi Trump envoie ces tweets aujourd'hui. C'est que hier, il y a eu un rapport qui a été publié par la Chambre des représentants qui a confirmé ce qu'on savait, c'est à quel point les Russes, pendant la campagne présidentielle, ont utilisé les réseaux sociaux
pour essayer d'influencer les résultats de l'élection et les influencer, ces résultats, évidemment, en faveur de Donald Trump. Il y a eu, par exemple, plus de 300 millions de visiteurs sur des sites qui a été créés de toutes pièces par les services de renseignement russes et qui visaient surtout à empêcher ou à décourager, par exemple, les minorités comme les Noirs à aller voter. Alors si on dit qu'on essaie d'empêcher les Noirs à aller voter ou qu'on les influence, tout simplement, c'est parce que c'est un électorat démocrate. Pourquoi Trump tweet? C'est parce qu'il sait très bien qu'il faut détourner une fois de plus l'attention du vrai problème. C'est son problème de sa campagne électorale. Est-ce qu'il y a eu une influence vraiment des Russes sur l'opinion publique américaine? Tous les signes le prouvent à travers les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a une collusion entre Trump et les Russes? Pour le moment, on peut absolument pas le dire, mais pour Trump, en tout cas, c'est très très désagréable de voir ce genre de nouvelles. Donc une fois de plus, il détourne l'attention. Et je peux vous rassurer, non, Twitter n'est pas dans la main des démocrates. S'ils étaient Twitter dans la main des démocrates, je pense qu'il y a longtemps que Trump ne pourrait plus envoyer de tweets tous les matins. Bon, pour changer de Donald Trump, Grégory, il y a quelques entreprises qui publient encore leurs résultats, pas des moindres. Oracle, dans les services informatiques, qui a publié visiblement de bons résultats. Est-ce que, sans chercher trop loin, il faut mettre ça sur le compte des activités dématérialisées, ce qu'on appelle le cloud aujourd'hui chez Oracle? Je dirais que Oracle a été très très habile au niveau de sa comptabilité parce qu'ils ont séparé en gros en deux leurs activités de cloud. Une partie de ces activités n'a aucune croissance, donc ils l'ont retiré de leurs activités de cloud. Et ils ont trouvé un petit secteur du cloud où ils ont une croissance de 30%. Et je dirais, là, c'est peut-être à mes yeux, en tout cas, un tout petit peu de la poudre aux yeux de cette compagnie qui est très, très, très en retard sur le cloud par rapport, évidemment, à Amazon, par rapport à Microsoft, même par rapport à IBM. Donc, je pense que les investisseurs avaient une grosse crainte de voir des chiffres négatifs. Là, ils arrivent à avoir tout juste une croissance de 1%, ce qui est très très peu dans ce secteur technologique. Mais c'était la crainte de voir Oracle manquer ces résultats qui poussent le titre à la hausse. Je dirais pas le relais de croissance sur le cloud pour les investisseurs qui cherchent de nouvelles idées. Bon, mieux à faire peut-être pour jouer le cloud alors qu'Oracle, mais néanmoins le groupe rassure avec un peu de croissance dans ces nouvelles activités. Le titre Oracle qui gagne un peu plus de 3,5% ce matin à New York, ce matin chez vous évidemment aux États-Unis, Grégory. Puis un mot peut-être du feuilleton qu'on suit depuis quelques temps. On en parlait à nouveau hier avec vous. L'affaire du fonds malaisien et l'implication présumée de Goldman Sachs. Goldman Sachs qui a servi d'intermédiaire pour lever des fonds sur les marchés de capitaux, sur le marché obligataire pour nourrir ce fonds souverain malaisien. Sauf que bon nombre de ces fonds ont disparu, ont été visiblement détournés. Goldman Sachs a retiré au passage des fees substantielles. Je crois que vous annonciez le chiffre de 600 millions de dollars, Grégory. Enfin, c'est pas vous qui le disiez, mais c'est le chiffre qui a été communiqué. 600 millions de dollars de fees, donc de factures d'intermédiation pour Goldman Sachs sur un tel deal, c'est quand même énorme. Toute la question est de savoir jusqu'à quel niveau hiérarchique est-ce qu'on pouvait être au courant chez Goldman Sachs de possibles malversations et de possibles mauvaises utilisations des fonds qui ont pu être levés. Et visiblement, les taux se resserrent, Grégory. Oui, alors je peux tout de suite répondre à cette question. Le niveau hiérarchique, d'après en tout cas le Wall Street Journal ce matin, ça a été jusqu'au CFO, donc au responsable des finances de Goldman Sachs, qui était dans un comité qui a tout simplement donné son feu vert pour ce deal avec le fonds malaisien. Et quelque chose d'autre que je trouve aussi intéressant, qu'on voit toujours en creusant un peu le sujet, c'est qu'en fait, le premier fonds qui a été levé par Goldman Sachs, l'argent, un peu plus d'1 milliard de dollars, était destiné à construire une usine de production d'énergie. Pourquoi pas? Sauf que ce projet, avant que les Malaisiens aillent vers Goldman Sachs, le gouvernement malaisien avait été vers Lazard. Et la banque Lazard avait dit tout simplement, mais écoutez, vos chiffres ne tiennent pas du tout la route. Vous demandez plus de 1 milliard pour construire une usine d'électricité. Elle vaut beaucoup moins que ça. Qu'est-ce qui explique la différence entre le financement que vous voulez et le but pour lequel vous avez utilisé? Et Lazard avait refusé le deal. Et là, peut-être c'est le problème. Goldman l'a
accepté peut-être par gourmandise. Est-ce que c'est de la complicité? On le saura peut-être une fois. Mais en tout cas, ça monte très très haut, puisque je le répète, ça va jusqu'au CFO de Goldman Sachs. Et quand on dit CFO à New York de Goldman Sachs, ça veut dire que maintenant la SEC, département de la justice, sont en train de regarder le dossier. Ouais, donc une affaire quand même importante qui a pesé sur le cours de Goldman Sachs. Alors le secteur bancaire aujourd'hui à New York là se redresse aujourd'hui, mais c'est vraiment une affaire importante pour la banque américaine et qui pèse sur le cours de bourse depuis quelques temps maintenant. Goldman néanmoins donc reprend un peu plus de 2% cet après-midi. Le secteur bancaire est plutôt bien